parce qu'à Paris, on recherche une troupe américaine qui fasse découvrir le jazz. Et l'art nègre est en vogue dans la vieille Europe coloniale. Ça relancera ce théâtre des Champs-Élysées qui cherche un second souffle pour le public traumatisé par le carnage des 14-18. Il paraît qu'à Paris, les gens de couleur sont bien traités, c'est ce qu'affirme Sidney Bechet, le clarinettiste de la troupe. Les amoureux peuvent même s'embrasser dans la rue sans choquer personne. On dit aussi qu'une certaine Mistinguett et son amant Maurice Chevalier règnent sans partage sur le music hall. Joséphine n'est pas la vedette de la revue Nègre, mais c'est elle qui, dès les répétitions, fascine par son corps, ses gestes et sa grâce si singulière. On commande une affiche à Paul Colin. Colin assiste à une répétition, et dans le corps de ballet, il y avait des filles qui dansaient et qui chantaient. Il a vu une fille, il a dit « Donnez-moi celle-là ». Il l'a prise sous le bras et il a fait l'affiche de la revue avec notre amie Joséphine. C'était pas que Joséphine, c'était la revue Nègre. Il est arrivé derrière avec ses personnages, avec ses jazzman extraordinaires. Les affichistes de l'époque avaient le culot de mettre dans la rue des affiches qui étaient carrément inspirées des structures du cubisme. Quand elle danse le charleston, ce mouvement, c'est du cubisme. Paul Colin m'a toujours dit qu'il avait lancé Joséphine Baker. Et un jour, j'ai eu le culot de lui dire « Oui, mais elle vous a lancé. » Il dit « Dis donc, de quoi ça ne me regarde pas. » Tout le monde le dit. La première a lieu au Théâtre des Champs-Élysées le 20 octobre 1925. On voit dans la salle Desnos, Picabia, Sandrars. Tous pressentent l'événement. Le lendemain, à Paris, Joséphine Baker est l'unique sujet de conversation. La capitale est coupée en deux. Il y a ceux qui sont pour la revue Nègre et ceux qui sont contre. Comme dans une querelle entre anciens et modernes, certains y voient le déclin d'une culture, d'autres la nouveauté inouïe de cet art venu d'ailleurs. Qu'importe ce décor de jungle et d'Afrique de pacotille, Joséphine impose son innocence et sa malice. Peintres et sculpteurs se disputent le modèle. Joséphine pose dans les ateliers de Picasso, Laurence, Van Dongen, Fujita, Calder, Man Ray. La petite fille d'esclave est l'incarnation de la Vénus noire de Baudelaire. Joséphine est celle que l'époque attendait sans le savoir. Cette France qui la reçoit d'une façon comme l'enfant du pays, et quand il lui demande de se déshabiller, elle dit non, mais elle est passée par là, et de passer par la nudité, elle renaît, quoi. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, elle devient libre. La revue Nègre et la folie du jour, Joséphine, embrase l'Europe. De Berlin à Zagreb, en passant par Vienne et Budapest. Les publics s'y affrontent comme bientôt les peuples le feront sous l'emprise du nationalisme et de la xénophobie renaissant. En 1931, l'exposition coloniale se cherche une marraine. Pourquoi pas Joséphine? Impossible. L'américaine n'est pas citoyenne de l'Empire. Qu'importe. À Montparnasse, déjà, les artistes animent leurs folles nuits à la mode indigène. Parodie rigolarde des cauchemars et des rêves de l'Empire colonial.
Depuis 1926, Giuseppe Abatino, dit Pepito, partageait la vie de Joséphine. Ce maçon sicilien qui voulait être comte et que l'on prenait pour un gigolo, aimait sa compagne d'amour tendre et véritable. Il n'en devient pas moins un homme d'affaires habile. Il sait associer l'image de Joséphine à des produits à la mode et est fort rentable. Devenu impresario et patron du cabaret chez Joséphine, il impose à sa compagne quelques films sans lendemain. Cours de danse, de chant, de théâtre et de maintien. Il veut en faire sa princesse, qui tient son rang dans le monde. Moi j'aime beaucoup les cheveux blancs. Heureusement, c'est moi. Très bien. C'est moi aussi. Conquérir enfin le public américain était le vœu le plus cher de Joséphine. Mais la tournée organisée par Pepito aux États-Unis s'est avérée désastreuse. Elle lui en veut de cet échec. Et malgré la joie affichée de retrouver la France, Joséphine sait déjà, en ce jour de 1936, à la gare Saint-Lazare, que Pepito est mort, d'un cancer qui le minait et qu'il lui cachait. Mais la France est douce, et ici, elle se sent française, plus que jamais. Êtes-vous contente, Joséphine, de revoir Paris? Je suis tellement contente. Vous voyez quelle joie pour moi, quelle joie. Vous pouvez jamais imaginer, M. Dervaz, quand j'ai vu cette nuit, les côtes françaises. Que vous avez deux amours. Oui, vous avez chanté en Amérique. Oui, j'ai chanté là-bas. De l'autre côté du Rhin, la même année, un chancelier sinistre fête le 3e anniversaire de son accession au pouvoir. Le ciel s'obscurcit, et dès 1939, le 2e bureau de l'armée française recrute parmi les artistes. Joséphine ne pourrait-elle pas rendre service à la France? Dans le renseignement, par exemple, on la contacte dans son manoir du Vésinet. Il y a eu des micros qui ont été mis au Vésinet. Des invités importants de l'ambassade d'Italie ou de l'ambassade d'Allemagne, surtout d'Italie à l'époque. Extorquer ainsi auprès des ambassades étrangères quelques informations sur les intentions des futurs belligérants. À Paris, travailler dans les centres d'accueil de la Croix-Rouge pour y repérer les agents ennemis. Et sur la ligne Maginot, enfin, remonter le moral des troupes qui attendent le pire. Les Français m'ont tout donné, dit-elle. Ils m'ont offert leur cœur, je leur offre le mien. Je suis prête, capitaine, à leur donner ma vie. Le capitaine Apthé a recruté Joséphine par l'intermédiaire de Daniel Marouani, qui était le premier impresario de France, de Chevalier, de Joséphine et de Mistinguett. Dès lors, le capitaine Apthé et son honorable correspondante se replient en Dordogne, dans le château des Milandes que Joséphine loue depuis 1937. Ils y préparent les missions à venir. Elle avait caché du matériel, disons, en radio, dans la tour ronde du château. Ils étaient deux ou trois au plus à savoir exactement ce qui se passait. Recevoir et transmettre, parce que bon, Joséphine parlait anglais aussi, il fallait des gens qui puissent communiquer. Ici, les gens qui parlaient l'anglais à cette époque-là, il y en avait très peu. Tous deux n'ont qu'un désir, rejoindre à Londres le général de Gaulle dont ils ont entendu l'appel. Un soir, au Milan, un jeune inconnu prétend leur remettre des documents pour de Gaulle. C'est le neveu du directeur des chemins de fer envoyé par un curé patriote. Ils ne le reconnaissent pas. La méfiance est de rigueur. Au château, on accueille cependant les réfugiés de passage et des armes sont cachées en cas de coup dur. Un employé de Joséphine sera fusillé. Bien plus tard, dans les maquis du Périgord. Le temps presse. Le capitaine Apthé doit changer d'identité. Il devient Jacques Hébert. On pensait tous un peu que Joséphine pourrait lui offrir une couverture pour pouvoir franchir la frontière. Joséphine a consenti à ce qu'on mette sur son passeport à elle, est accompagnée de Jacques Hébert, son maître de ballet. Et c'est comme ça que Joséphine donc a été jusqu'à Lisbonne avec mon mari. Mon mari, une fois à Lisbonne, elle est repartie en France, elle, avec des documents pour les passer à Marseille.
Elle est partie pour Marseille sous couvert de la Créole, puisqu'elle avait un contrat pour la Créole. Elle est partie en portant ces documents qui étaient à l'encre sympathique à l'époque, évidemment. Quoi déjà tu veux me quitter? Oui, j'ai bien pu m'en aller, il s'en alla. Un certificat médical permet à Joséphine de rompre son contrat pour rejoindre discrètement Casablanca. En effet, la hiérarchie du capitaine juge de 2 agents plus utiles au Maroc qu'à Londres auprès de De Gaulle. En 1941, les États-Unis entrent en guerre. Il est prévu que leurs troupes débarquent en Afrique du Nord dès 1942. Pour le capitaine Aptet et Joséphine, il s'agit de consolider la chaîne de renseignements utile aux Alliés et de tisser des liens entre diplomates américains et gouverneurs locaux, dont l'entourage familial du sultan. Mais une septicémie maltraitée terrasse Joséphine qui apprend dès lors que jamais elle ne pourra enfanter. Avec le capitaine, elle poursuit à peine rétablie ses tournées dans tout le Moyen-Orient avant de rejoindre les Milandes en 1943. Le général de Gaulle, enfin reconnu par les Alliés comme le chef légitime de la France libre, n'oubliera jamais ce que le pays doit à Joséphine Baker. Je crois que c'est le de Gaulle qui lui a mis sur son lit d'hôpital à Casablanca. Médaille en or de résistance qu'elle a revendue d'ailleurs au profit des prisonniers de guerre. Voilà. Le château là-haut était entouré des Allemands. Commencement de la résistance, et c'est moi qui les ai reçus parce que on combattait pour la liberté à ce moment-là aussi. Il y a eu des gens ici comme mes fermières et même notre chef de gare qui était pris en première otage. Tout ça passait ici au Milandes, et ça partait ailleurs. Comme vous voyez qu'il y a beaucoup de boiseries ici, eh bien, c'était très bien pour le maquis. Elle était quand même courageuse parce qu'en 1943, lorsque les Allemands sont venus ici, fin 1943, c'est elle qui était venue ouvrir le portail. À ce moment-là, ils recherchaient mon père. Et ils ne le prononçaient pas trop bien, donc ils ont dit mairie. Et elle a dit, mais la mairie, au lieu de Mallory, la mairie, c'est à Castelnau. Et alors, bon, ils ont fini leur repas, ils sont partis sur Castelnau, mais en attendant, tout le monde avait dégagé du village. En 1944, pour l'honorer, on l'éleva au rang de sous-lieutenant des Filles de l'air, ces corps féminins auxiliaires de l'armée française. Pour la Légion d'honneur, on verrait plus tard. Autant elle pouvait être fière de sa carrière artistique, autant pour elle, tout ce qu'elle a fait pendant la Résistance et après son combat contre les exclusions, le racisme, tout ça, c'était quelque chose qui coulait de source. Comme beaucoup de gens qui ont fait de grandes choses, ils ne parlent jamais de ce qu'ils ont fait. Ou quand vous leur posez une question, ils disent « Écoutez, c'était comme ça, il y avait à le faire, on l'a fait ». En 1946, De Gaulle lui écrit « J'ai vu et beaucoup apprécié naguère les grands services que vous avez rendus dans les moments les plus difficiles. Je n'ai été par la suite que plus touché de l'enthousiasme et de la générosité avec lesquels vous avez mis votre magnifique talent à la disposition de notre cause et de ceux qui la servaient. » En 1947, Joséphine achète le château des Milandes qu'elle louait déjà depuis 10 ans. Devant les villageois tous conviés à la cérémonie, elle épouse le chef d'orchestre Jo Bouillon. Il n'y a pas eu de coup de foudre au début. Je crois que c'est au sortir de la guerre. Joséphine cherchait un chef d'orchestre ou quelqu'un pour chanter devant les prisonniers français, etc., dans les camps qui se libéraient au fur et à mesure. Et Jo Bouillon acceptait. Puis de là, il s'est passé quelque chose. Je pense que mon père était subjugué par le personnage. Sa jeunesse s'éloigne. Elle s'impatiente désormais de réaliser le grand projet qu'elle nourrit, avec un compagnon doux et aimant, mais solide et pragmatique. Y associer le village tout entier, constituer une communauté de cœur et de valeurs, peut-être même fonder une famille.
Joséphine Baker avait acheté le château, mais elle avait aussi acheté la quasi-totalité du village des Milandes, puisque mis à part 2 familles qui sont restées et qui avaient gardé leurs biens, tout le reste avait été vendu. Et elle avait également acheté des terrains en contrebas au bord de la rivière où elle avait fait notamment le parc. On creuse une piscine en forme de J, comme Jo et Joséphine. Le domaine serait un grand centre touristique au cœur du Périgord, avec un musée Joséphine Baker, un théâtre, 2 hôtels, 2 restaurants, une guinguette, une ferme modèle et un bureau de poste, une pompe à essence et des terrains de sport. Ça a mis 10 ans quand même pour sortir de terre, non, tout ça. Les maisons existaient plus ou moins, mais tout ça était relevé avec des vérins, les toitures, etc. C'est quasiment sorti de terre. Elle a fait goudronner les routes, elle a fait mettre l'électricité dans le village, l'eau, on tirait l'eau au puits à l'époque. Elle manquait d'eau. Alors elle a demandé au village s'ils voulaient donner leur source, et qu'elle, en contrepartie, fournirait l'eau. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tenu parole, elle a mis l'eau dans toutes les maisons du village. Mes parents étaient agriculteurs, étaient des gens simples, mais de bon sens, je crois. Ils avaient compris que cette femme était une femme de cœur, tout simplement. Et même certains qui n'avaient pas les moyens, elle a fourni, en plus du robinet, elle a fourni l'évier. J'ai travaillé au château de 1952 jusqu'en 1955, où j'étais en partie jardinier, avec d'autres. Car à l'époque, nous étions nombreux. Il y avait déjà 18 jardiniers. Fin 1954, on était 118 employés. Quand on attaquait notre saison, c'était 3 mois sans un jour de repos. Et on faisait notre journée, par exemple, moi, de mon entretien, j'avais à faire de la propriété. Et le soir, comme on avait repris le théâtre, le petit cabaret, ce qui fait qu'on redémarrait de, disons, 8h30 jusqu'à parfois 2h du matin. Et bon, moi, je m'occupais de la sono. Il y avait qui était pour le bar, il y avait des gens pour servir, il y avait, bon, comme un petit cabaret normal, quoi. Les activités de la ferme, c'était des vaches laitières, vraiment de sélection à l'époque. Pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et céréales. Mais c'était surtout dans la production laitière où elle avait de très belles bêtes et aussi un élevage de porcs. L'élevage de porcs qui était très sélectionné. Et ils ont gagné d'ailleurs au Foire de Paris plusieurs grands prix, avec que ce soit des bêtes ou les vaches ou des porcs. Il y avait des festivités, ça n'arrêtait pas. C'était des courses de chiens lévriers, c'était corrida, c'était qu'est-ce que vous voulez, concours de beauté, des Miss Périgord. Elle chantait, elle donnait aussi, elle faisait des tours de chant des fois qu'elle préparait ici, et ensuite où elle avait chanté à Paris. Et pour les gens de la région, elle donnait des grandes festivités. Elle a tout de suite su se faire adopter par les Sarladais parce qu'elle s'inscrivait dans de nombreuses associations locales. Joséphine s'est inscrite pour faire de l'avion à Sarladome, à l'Aéroclub. Joséphine, quand il y avait à Saint-Cyprien l'ouverture d'un match de rugby, Joséphine et Jo Bouillon allaient donner le coup d'envoi. On a 2 grands amis, 2 bons musiciens sarladais, Paul Roch et Michel Escande, qui vous parlent encore aujourd'hui avec émotion d'avoir joué sous la baguette de Jo Bouillon. Donc ils ne restaient pas dans leur château, ils s'ouvraient aux Sarladais. Les voitures faisaient la queue du pont de Castelnau jusqu'au château des Milandes. Monsieur Bouillon avait fait compter les voitures qui passaient et qui sortaient des Milandes. Il y avait quand même eu 5000 voitures dans la journée. La famille américaine a quitté les États-Unis pour s'installer aux Milandes. Richard le frère, Margaret la sœur, son mari Elmo et la vieille mère, Carrie MacDonald. Margaret, Elmo sont des gens, j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient atterri dans le Périgord par la grâce et la volonté de maman de vouloir réunir toute sa famille.
mais qu'en fin de compte, ils se demandaient ce qu'ils faisaient là à certains moments. Autant elle était connue, elle se levait le matin, elle était Joséphine Baker, elle se couchait, elle était toujours Joséphine. Autant eux, ils arrivaient, ils étaient noirs comme du charbon, ils étaient regardés comme ça. Il a fallu du temps pour qu'ils s'habituent, et je pense qu'ils ont gardé toujours au cœur une partie de leur Amérique profonde. Même s'ils vivaient chichement, je pense qu'il y a des moments où ils auraient voulu toujours y retourner, quoi. On lui avait attribué des tâches qu'il aimait beaucoup, d'ailleurs. Il s'occupait des chevaux à la ferme, il faisait les boueurs dans le village, il avait la charrette avec le cheval. C'était quelqu'un de débonnaire, de placide. Oui, fonder une famille pour que le bonheur soit complet. Pendant la guerre, sur son lit d'hôpital à Casablanca, Joséphine n'y avait jamais renoncé. Dès le printemps 54, au gré de ses tournées dans le monde entier, elle rapporte au Milan le plus beau des cadeaux. D'aucuns sont orphelins de guerre, par exemple pendant les conflits de Corée, je parle de l'aîné déjà. D'aucuns sont orphelins de la guerre d'Algérie. Tout ça, ça a été appris très petit, très jeune, dans une tolérance absolue. Tokyo, Alger, Helsinki, Abidjan, Bogota, Tel Aviv, Paris, Caracas. À chaque étape, un petit citoyen du monde rejoint la famille. Avec sa mère auprès d'elle, elle saurait assurément donner à ses enfants toute la tendresse qu'elle n'a pu recevoir en sa jeunesse. On est une vraie famille. Je n'ai pas le sentiment d'être une famille qui sort de l'ordinaire. Si ce n'est que j'ai des frères qui sont de différentes couleurs, confessions ou races, c'est tout. Ces enfants de toutes les couleurs illuminent la vie des Milandes, même si Jo Bouillon, lui, n'en désirait que 4. Un noir, un blanc, un jaune et un rouge. Moins qu'il n'y a de couleurs dans l'arc-en-ciel, pensait-elle. Pour elle, c'était important qu'on ait tous une idée des pays et une idée de nos origines, quoi. Bon, donc Akio et Jeannot Teruya sont restés à un moment donné au Japon, Kofi en Côte d'Ivoire, Moïse en Israël, moi m'a emmené plusieurs fois au Maghreb, dans les pays du Maghreb. Et voilà, bon, sauf que nous, moi personnellement, je sais que, oui, c'était un peu barrant, mais c'était pas très important. Quand je suis allé au Japon, c'était justement, j'ai reçu les réponses que je désirais. Ce qui fait que quand je suis revenu en France, j'ai pu tout mettre, tout le puzzle s'est rassemblé et s'est mis tranquillement en ordre. C'est tout, et c'est pour ça, maman avait très bien anticipé cette chose, intuitivement. Le fait de nous élever dans la religion, c'est une autre chose. C'était parce qu'elle voulait prouver au monde que même si on n'avait pas les mêmes confessions, on pouvait s'entendre. Et que c'était une manière aussi, comme une autre, de dire il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a que les chemins qui mènent à lui qui sont différents. Je me rappelle Moïse, évidemment, c'était un peu particulier parce qu'il se rendait au consistoire à Périgueux. Il avait sa kippa sur la tête, ce qui n'était pas évident quand même. Déjà aujourd'hui, c'est pas évident, mais alors à l'époque, moins par racisme que par une sorte d'étrangeté de la chose. Et quant aux Brian et Ibrahim, c'était plus difficile parce que les mosquées, à l'époque, il n'y en avait pas. Lorsqu'on découvrait à l'entrée d'un village, bienvenue à la capitale fraternité universelle, village du monde, je pense que les gens s'ils ne savaient pas que c'était le village Joséphine Baker, ils se seraient créés dans une secte de doudingues pacifistes. Voyez-vous, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec de tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Ce n'est qu'en France qu'on pourrait donner un tel exemple de tous ces petits enfants venant des quatre coins du monde et vivant ici vraiment en frères. Les enfants grandissent. Certains d'entre eux quittent la nurserie aménagée en contrebas, dans le parc, pour les chambres du château. Et la famille va s'agrandir encore.
Le frère de Joséphine, Richard, a rencontré une périgourdine. Elle tenait un petit bureau de poste et Richard l'a eu fréquenté. Je ne pense pas que Joséphine l'ait très bien accepté, je ne sais pas pourquoi. Mais toujours est-il que mademoiselle d'Azinière lui aurait dit « Bon, c'est parce que je suis blanche que vous ne m'aimez pas beaucoup ». Le fait de nous avoir adoptés, déjà, c'était associer ces enfants à un combat antiraciste. Le fait que vous ayez votre frère qui est noir, que votre frère qui est jaune, ou qu'il soit maghrébin, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit shinto ou animiste, c'est déjà, ne serait-ce que vous le vouliez ou non, vous êtes associés. Ma mère se référait toujours à nous en disant « vous êtes un symbole, vous êtes un symbole, un symbole ». On ne savait pas trop ce que ça voulait dire symbole. Mais on a fini par comprendre qu'on était quelque chose d'un peu à part dans le regard des autres. À l'école de Castelnau, quand on arrivait à l'école le matin, on amenait nos tranches de pain pour la soupe. Alors ces tranches de pain étaient disposées tranquillement dans la soupière et ensuite la cantinière trempait la soupe, puisqu'on dit comme ça en Périgord. Et bien sûr, les enfants périgourdins portaient des tranches fines de pain que l'on disposait donc dans cette soupière. Et les enfants bouillons, qui n'avaient pas l'habitude des traditions périgourdines, portaient des gros morceaux de pain que l'on retrouvait évidemment dans la soupe. Et c'est souvent que j'ai entendu dire, tiens, ça c'est le pain de Joséphine. Je sais qu'à un moment donné, on avait la soupière pour les enfants bouillons et la soupière pour les enfants périgourdins. Ça aurait été peut-être bien à l'époque que notre pain soit mélangé, tout simplement. Pendant la guerre, alors que Joséphine appelait de tout son cœur le débarquement des Américains en Afrique du Nord, puis en Europe contre la peste brune, elle dut se rendre à l'évidence. La ségrégation raciale régnait au sein de l'armée de son pays natal. Au front, les soldats noirs étaient pris entre la propagande nazie et le mensonge américain. Qu'avaient-ils à attendre à leur retour? Que la société fût meilleure pour eux? Et les films héroïques qui vantaient leur courage et leur bravoure faisaient-ils d'eux des citoyens égaux en droit à leurs compatriotes blancs? Aux États-Unis, la communauté afro-américaine lui était reconnaissante de dénoncer inlassablement le racisme dans ce pays et la lenteur des progrès vers l'égalité. Harlem inventa le Bake Day pour la fêter, d'autant qu'en 1951, un joli scandale qu'elle provoqua dans un restaurant chic de New York, le Stork Club, marqua les mémoires. Attendant vainement qu'on la serve, ce qu'on refusa ostensiblement, Joséphine fit constater par un préfet noir et son avocat l'infraction pour discrimination raciale. Un témoin qui admirait le courage de Joséphine, une certaine Grace Kelly, assista à la scène. A situation that she found very frustrating. I would imagine somewhat embarrassing, being that she was treated like a queen here in France, and then she returns to her own country and can't be served in a restaurant. Dans la salle du Stork Club, un journaliste célèbre que l'on croyait libéral, Walter Winchell, ne bougea pas. Le patron du Stork Club était son ami. Winchell ajouta à la lâcheté une campagne de presse calomnieuse contre la star. Après l'incident, l'Agence nationale pour l'avancement des gens de couleur reçut aussitôt Joséphine Baker et Joe Bouillon comme invités d'honneur. Josephine Baker was not an official member of the NAACP, but she was made an honorary member. The NAACP wanted to recognize Josephine for the work that she had done in regard to the civil rights movement. She was a vanguard in many ways. In the late 1940s, she left France to go to the United States so that she herself could experience the racism firsthand. She insisted upon having her audiences integrated. If there was a venue that said, you know what, we're really sorry, Josephine, but our audience have to be segregated, she refused to perform. That takes courage. There has been no other actor, again, black or white, at that time, who had the courage to say, I'm sorry, but I have to turn you down. I can't take your money. Il y avait dans ce pays haï et aimé à la fois un homme que Joséphine admirait. Prêt à donner sa vie, le pasteur Martin Luther King rassemblait tous les hommes et les femmes de bonne volonté.
pour que justice soit faite aux Noirs et que dignité leur soit rendue. Et l'on aperçut, en ce jour d'août 1963, perdu dans la foule, Joséphine Baker, vêtue d'un uniforme de l'armée française, venue rejoindre à Washington le Bon Pasteur. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. En France, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, dont elle était membre depuis 1947, la défendait en dénonçant les négriers blancs qui continuaient de la calomnier de l'autre côté de l'Atlantique. Elle ne manquait aucun meeting de protestation à la mutualité. Souvent des affaires de racisme ordinaire où les meurtriers blancs d'un jeune noir sont relaxés par la justice américaine. Élèvent leur protestation indignée contre le scandaleux acquittement des deux blancs convaincus d'avoir torturé puis assassiné Emmett Till, un jeune noir de 14 ans, dans l'État du Mississippi, USA. Flétrisse ce verdict. De retour en France, le château des Milandes offre une belle tribune pour continuer ce combat. Et sous le parrainage de la LICRA, elle y organise régulièrement des conférences sur le racisme. Mais le ciel des Milandes s'obscurcit. Le doute et l'inquiétude troublent les esprits. L'artiste, si souvent absente, perd-elle le sens des réalités, tandis que Jo Bouillon peine à imposer une gestion plus saine de l'entreprise familiale. C'était Jo Bouillon qui chapeautait tout ça. Et puis, il arrivait parfois que quand Joséphine revenait, les caisses étaient vides. Et elle ne comprenait pas que ces travaux lui avaient coûté énormément d'argent quand même. Elle avait vu grand, elle voulait, il fallait assurer. Elle dit c'est que quand je rentre de Paris, presque toutes les semaines, il y a une bête qui est morte, un veau, un ci, un là, un cochon. Elle dit, mon père lui dit, tu sais pas, tu leur diras que s'il est mort, que tu veux le voir. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus de veaux de mort. Il les vendait, quoi. Il les faisait disparaître, mais il n'était pas. Bien sûr, il était mort pour le boucher. Il y avait des livreurs qui venaient livrer des boissons, mais il y avait le commis par derrière qui remportait une certaine partie des caisses. Mais la facture était toujours là, quoi. Un artisan qui était venu pour lui demander sa facture, Joséphine l'a payé. Il n'a pas fourni la facture, il ne lui a pas demandé. Et il est revenu tout fier à la Chartreuse en disant à ses copains « Ah, dis donc, je l'ai bien eu parce qu'elle m'a demandé combien je lui devais. » Il a dit « J'avais ma facture de 3000 francs à l'époque. » Et il dit « J'ai été au culot, je lui ai dit 5000 et elle m'a donné 5000 francs. » Certains, au début, y allaient en moto. Et avant la fin des travaux, ils y allaient en frégate. C'est une image qui signifie qu'on faisait rapidement fortune. Jo Bouillon avait abandonné son orchestre pour les Milandes. De 4 enfants prévus, il y en aura 12. Il a parfois le sentiment qu'un contrat tacite entre lui et Joséphine n'est pas honoré. Il a vu le désastre s'annoncer, quoi, la lourdeur financière qui pesait sur les Milandes, les enfants qui s'amoncelaient. On aurait pu la faire un peu. À la fin, je crois que c'était une sorte de ministre des Finances, mais qui n'avait aucun pouvoir, quoi. Voilà. Moi, j'ai appris que Jo Bouillon s'en allait. Est-ce qu'il s'en allait, ou il se séparait, ou elle lui disait de partir? Ça ne devait pas être facile d'être le mari de Joséphine Baker. En mai 57, après 10 ans de mariage, Joséphine décide de divorcer. Une tentative de conciliation entre les époux Bouillon est menée par le juge aux affaires matrimoniales de Sarlat. Quand ils sont séparés, d'abord, ils n'ont jamais divorcé. Et puis même jusqu'au bout, il y avait beaucoup d'amour et de tendresse entre eux. Les nuages noirs qui menacent au-dessus du château ne se sont pas dissipés.
Mais en 61, lorsque le général Vallin la décore chevalier de la Légion d'honneur, Joséphine éprouve un sentiment de fierté et de soulagement. M. Trigano lui a proposé de reprendre la totalité de son affaire, de lui donner une gérance, une caution, enfin, et de lui laisser le château. Et Joséphine espérait encore s'en sortir, donc elle n'a pas accepté cette proposition. Le général de Gaulle lui a proposé de lui faire donner un peu d'argent. Elle a regardé le général, elle a dit « Mon général, c'est très gentil, très aimable, très délicat, mais la France n'a pas à payer mes bêtises. » Des factures d'eau, de gaz et d'électricité impayées occasionnent souvent des coupures en pleine saison estivale. Je sais qu'il y a des gens qui disaient qu'elle avait rien à faire au Milan, qu'il valait mieux qu'elle revienne à Paris, quoi. Qu'elle aurait pu lever le doigt pour peut-être arrêter une vente, endiguer le chaos. Je compte sur mes amis, je compte sur ceux qui croient que j'avais raison de créer un village pareil de la fraternité. J'ai refusé toujours les dons, mais aujourd'hui je n'ai pas le droit de le faire. Je dois 200 millions d'anciens francs. Cette femme va se retrouver avec ses 11 enfants, sans maison, sans toit et sans argent. Je crois que chacun, dans la mesure de vos possibilités et de vos moyens, vous devez aider Joséphine Baker, c'est-à-dire envoyer des dons. L'appel de Brigitte Bardot valut à Joséphine des centaines de lettres de soutien et d'admiration, avec souvent un chèque modeste glissé à l'intérieur. Avec tous les dons et tout l'argent que les gens ont envoyé, la première vente ne se fera pas, grâce au ciel. Mais malheureusement, je viens de recevoir hier 14 commandements d'avant-saisie. Ça va continuer jusqu'au 3 juillet, jusqu'à tout le domaine soit complètement vendu. J'ai confiance parce que je pense que le monde entier est venu à mon secours. Pas à mon secours personnellement, mais au secours de ces enfants qui présentent la fraternité universelle. Cette grande propriété a été coupée en morceaux. Il y a eu d'un côté la ferme avec 110 hectares, il y a eu le château, les bâtiments se sont vendus séparément, le parc s'est vendu séparément. Et on a assisté là à une espèce de découpage et de dépeçage de cette propriété que quelques rapaces se sont empressés de venir chercher. Tous ces gens qui étaient intéressés se sont regroupés et il n'y a pas eu de montée d'enchères. Au moment de la saisie, il a été vendu 280 000 francs, dont 28 millions d'anciens francs à l'époque. Ils lui ont volé ces 1000 landes. Donc elle avait vraiment... En plus, Joséphine avait eu une carrière exemplaire et gagné beaucoup d'argent. Elle avait des bijoux magnifiques, elle avait un hôtel particulier avenue Montaigne, elle avait... Tout était vendu, il restait rien. La dernière phrase qu'elle dit en partant des Milan, elle le dit à la fermière du coin qui est ma marraine, qui est morte depuis, et qui lui dit au revoir Henriette, je ne reviendrai jamais au Milan. Pour moi, c'est fini, quoi. C'est, voilà, d'ores et déjà. Et le lendemain, ou 3 jours après, on la voit sur les Champs-Élysées, à la fameuse remontée des Champs-Élysées, avec Akio qui était l'aîné, le pauvre, il était toujours dans les trucs comme ça. Et elle lève le V de la victoire, ce qui a fait dire un journaliste d'ailleurs, je trouve ça très joli, elle a commencé avec la banane, elle a fini avec le régime. En réalité, elle revint discrètement au Milan qui était vendu. Elle se glissa dans le château par une fenêtre et se barricada dans la cuisine qu'elle aimait tant. Elle se souvint des jours heureux où ses 12 enfants étaient réunis autour de la grande table, puis sanglota. Il y avait une photo, elle était assise sur les marches du perron, à moitié chauve, un vieux madras sur la tête, un fusil entre les jambes, où elle disait « Je ne partirai que si on me tue ». Elle avait l'air d'une vieille esclave. L'âge était sur elle, la fatigue, le désespoir. Cette belle histoire, je dirais, cette belle fée Joséphine qui nous a quittés dans ces conditions, c'est un souvenir amer qui reste dans l'esprit des Sarladais. Si mon village pourrait servir un jour de village
Elle était au bas de sa carrière. Elle faisait des tournées pour vivre. Elle était encore aimée, bien sûr, en Allemagne, en Suède, au Danemark, dans tous ces pays-là. Mais en France, elle était un peu finie, quoi. Mais enfin, son nom était quand même magique. En 68, Bruno Cocatrix avait programmé Joséphine Baker à l'Olympia pour retarder la vente d'Emiland. En 69, Jean-Claude Brialy, de son côté, offrait à l'artiste que personne n'avait oublié un lieu où se produire, la Goulue, un cabaret qu'il venait d'acquérir à Paris. Comment me trouves-tu? Peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être, qui sait... En bas du château, les hommages sont affectueux et chargés d'émotions en ce jour ensoleillé de juin. Elles sont toutes Joséphine Baker, le temps d'une chanson. Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Dans mon village, tout ça que ça me rend. Dans mon village, tout ça que grandiront. Et comme moi, peut-être un jour, ils la chanteront. J'ai deux amours dans mon village. En 73, cependant, la presse avait cru tenir une nouvelle Joséphine, engagée par Roland Petit au Casino de Paris, Lisette Malidor. Il y a une nouvelle Joséphine Baker, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je la comprends, parce que si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Je pense que ça lui a donné une énergie extraordinaire. Et j'ai retrouvé cette lettre, elle était cachée vraiment au fond des boîtes, et je l'ai retrouvée, je suis très très contente. C'est une lettre qui date de 25 juin 1974. Et elle m'écrit « Ma chère petite Lisette, j'ai été très heureuse de pouvoir faire votre connaissance. Je vous trouve si simple et tellement affectueuse. N'oubliez pas les conseils que je me suis permise de vous donner en maman. Et je vous répète encore, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Affectueusement à vous, votre seconde maman, Joséphine Baker. » Après la perte d'Emiland, la princesse Grace, son amie, aide Joséphine à s'établir à Monaco pour qu'elle y élève ses enfants et relance sa carrière dans des conditions plus favorables. Aujourd'hui, les enfants et petits-enfants de Joséphine visitent ces lieux chargés de souvenirs. Certains y ont vécu, les aînés ont raconté aux plus jeunes. À l'époque, leur mère acquiert la villa Marivonne à Roquebrune-Cap-Martin, près de la frontière italienne. Elle surplombe la Méditerranée, non loin du palais princier. Et les enfants se souviennent y avoir été heureux. Et en 1974, au Sporting Club de la Principauté, les Grimaldi firent de leur amie Joséphine Baker la vedette du gala annuel de la Croix-Rouge. André Levasseur me demande si je veux bien écrire la vie de Joséphine, et lui il ferait les costumes et il mettrait les décors somptueux. Il a fait des choses miraculeuses, merveilleuses. Pour moi, j'ai écrit comme on écrit une revue, des livrets. Je n'ai pas écrit les chansons, c'était Francis Lopez, et puis il avait ses chansons anciennes. Donc on est parti de la Louisiane jusqu'à son arrivée à Paris, avec la Revue de Nègre en 1925 au Théâtre des Champs-Élysées.
Puis après, la guerre, puis après, son retour à Paris. Ça a été un triomphe, mais un triomphe absolu à Monaco. Et moi, je m'occupais un peu des enfants, j'étais un peu le papa, j'étais à la fois le fiancé de Joséphine, le mari, le secrétaire, le parrain, le père, enfin tout ça. Bon. Alors elle m'envoyait des lettres de 10 pages pour me dire que j'étais gentil, qu'elle pensait à moi. Elle était vraiment... Enfin, je l'adorais parce que non seulement elle m'épatait sur scène comme artiste, mais dans la vie, c'est la femme qui m'a le plus étonné. Elle répétait jusqu'à 5 h du matin. Son bonheur, c'était d'aller manger des spaghettis et boire une bière au tip-top, dans la petite rue qui monte à Monte-Carlo. Le succès de Monaco permet de produire le spectacle à Paris au théâtre Bobino. Son titre, Joséphine, tout simplement. Elle commande à Alain Carrier une affiche. C'est la dernière que l'on créera pour elle. Toute la rue de la Gaîté était couverte de fleurs, du monde entier. Le roi du Maroc, Madame Golda Meir, la famille Kennedy, la reine de Suède, du Danemark, tout le monde entier a envoyé des fleurs et des télégrammes à Joséphine pour l'encourager. Mais au 3e jour du spectacle, lors de sa sieste, une attaque cérébrale la terrasse. Elle a 69 ans. On s'est relayés les uns les autres pour la veiller. La princesse Grace est venue la nuit, au moment où lui donnait l'extrême onction. Elle avait du mal à respirer, Joséphine, mais elle ne souffrait pas. Et puis elle est partie à 3 h du matin. Et elle était belle. Elle avait retrouvé l'apaisement, elle était magnifique. À Paris, 20 000 personnes défilèrent devant le cercueil recouvert d'un drapeau tricolore. L'inhumation eut lieu à Monaco où les amis, les proches, les intimes et la famille se recueillirent une dernière fois. La princesse Grace. Margaret, sa sœur tant aimée. Le père de ses enfants, son époux, Joe Bouillon, venu d'Argentine. Et les enfants, sa tribu arc-en-ciel. Le temps fut trop court pour bâtir le collège de la fraternité. Le temps fut trop court pour que son combat fût achevé. Mais le chemin lumineux de tolérance et de fraternité avait été ouvert par une artiste noire, américaine devenue française, au cœur du Périgord, et citoyenne du monde. Couleurs de la nuit, d'autres couleurs de jour, d'autres couleurs de soleil et de sang. Mais ils sont tous mes enfants, tous, et mon cœur de maman les aime tous autant. C'est vrai. Si mon village pourrait servir un jour de témoignage, symbole d'amour, si tous les peuples ici-bas, sans occuper de leur couleur, avec un cœur, le monde entier serait meilleur. Restez avec nous, c'est l'heure de la cuisine et du rendez-vous avec Karine et Frédéric. Dans un instant, ils reçoivent le chef Christophe Dufaux et nous préparent une canette demi-sel au radis étuvé. Tout un programme.
Quelques gestes simples suffisent à associer confort, économie d'énergie et protection de l'environnement. Prendre une douche, c'est consommer 3 fois moins d'eau chaude que lors d'un bain. Surveiller sa consommation d'eau chaude, c'est 70 € par an d'économie. Plan éco-énergie, j'y pense, j'y gagne. Deux canards sont au bord d'un étang. Le premier dit « Coin, coin ». Et l'autre répond « C'est dingue, c'est exactement ce que j'allais dire ». Tu crois que la canette, elle fait vraiment coin-coin ? Je crois que c'est coin, coin qu'elle fait Ah, la c'est canette. ça alors. Donc je vous présente Christophe Dufaux, qui est déjà venu nous voir au début septembre, qui revient pour nous préparer donc une canette. Une canette. Comment tu vas la préparer ? Alors la canette en demi-sel, Ouais. c'est une cuisson complètement différente. Hein. C'est un peu comme un pot-au-feu, c'est beaucoup plus léger. Enfin, tu verras, on a du sel et on a notre canette. On va rajouter les petits radis à l'étuvée Voilà, des radis chauds, c'est aussi différent. et les petits cocos pour accompagner le tout. Voilà, À ça, nous rajoutons évidemment un petit peu de romarin. frit. Frit le romarin. Frit, Très bien. Un petit peu de lard, Ça, c'est pour la cuisson des haricots, de l'ail, un bouquet garni. du beurre, oignon, Oignon. du sel. Un petit peu de sucre peut-être ? C'est pour les radis. Très bien. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, je vous propose de retrouver Frédéric qui va tout vous dire sur le haricot. C'est ici. C'est un légume aux multiples variétés. Le haricot de la famille des papillonacées qui est originaire d'Asie et d'Amérique. Alors en fait, il faut dire qu'il a été introduit en France au XVIe siècle, mais on le connaît véritablement et ça s'est développé en Europe à partir du XIXe. C'est là que l'utilisation est devenue véritablement courante. On a également le haricot de Californie, le haricot noir du Brésil qui est très utilisé pour la feijoada, donc un plat traditionnel du Brésil avec de la viande de porc, et bien sûr le haricot rouge qui est très bon, excellent, et en particulier avec la soupe au pistou. Si vous utilisez des haricots secs, n'oubliez pas le trempage, c'est une étape essentielle. Non seulement vous allez réduire le temps de cuisson, mais ensuite vous allez éliminer par l'eau, vous allez changer plusieurs fois, vous allez éliminer les oligosaccharides qui sont responsables des flatulences, donc des petits soucis de digestion que nous avons lorsque nous mangeons des haricots. Très important. Et par ailleurs, il faut le dire aussi, pour tous les haricots, qu'ils soient secs ou qu'ils soient frais, ils sont très nourrissants. 300 calories pour 100 grammes. Ils sont riches en vitamines, en sels minéraux et en protéines. La canette demi-sel, c'est parti, chef ? Allez, on y va. Donc, la canette, plus jeune et donc Plus jeune. plus tendre que le canard. Voilà. On est d'accord. Tout à fait. Donc, vous demandez à votre volailler qui vous la prépare, on la vide. Nous, on va rajouter des petites choses à l'intérieur. Non, on va juste la mettre au sel. Hein. D'accord. Le bouillon fera le reste. Donc, on va peut-être la remettre dans son plat, finalement. Ouais. Tiens, on met le plat sur la planche. Voilà. Pourquoi cette technique ? Alors, là, c'est pour... Pour quelle raison ? Il y a bien une raison. C'est clair, c'est le mode de cuisson en fait. Hein. D'accord. C'est un peu comme tu fais un confit ou autre. Donc tu mets au sel, tu raffermis les chairs, hein, bien sûr. Ça les et tu précuit, parfumes. ça Ouais. les précuit Et il un faut peu, d'abord du en coup. mettre à l'intérieur. Ah, pardon. Voilà. Voilà. Surtout, vas-y. Hop, encore. Ouais. Hop. Je mets tout, en fait, c'est ça ? Non. Après, tu retournes un petit peu, comme ça tombe sur un truc. On en met partout. Vas-y, mets-en au fond du plat. Voilà. Voilà. Un C'est petit bon. lit de sel. À peine, quand même. Donc Pas évidemment, exagérer non plutôt plus. sel fin que Ouais. gros sel. C'est plus facile à ce que la bête soit imprégnée du sel, peut-être. Voilà. Hop, un petit massage. On masse bien. Hop. Et donc là, ça va partir au réfrigérateur. Voilà, pendant À 6 couvert, heures, pas à 6 à 12 couvert, heures. Moi, c'est pas j'aime bien très grave. le mettre le soir pour le lendemain. D'accord. En fait, Donc vous le préparez la Le- veille. avant d'aller se coucher. Nous, on a un chef, donc on a pris un petit peu d'avance. Ça c'est magique, ça.
Au Allez, on réfrigérateur échange. pour celui-ci, on fait un petit échange au standard. Vas-y. Ah, toi, par contre, tu l'as fait au sel de Guérande. Bah oui. hein. Bah oui, c'est Plus c'est ça. évident. Vous regardez ce que vous avez dans votre placard, mais les deux vont. Puis j'ai triché, en fait, j'ai mis aussi un petit peu de thym, donc je voulais pas mettre tout. Donc, cette petite volaille, on va la rincer déjà. Voilà, on va enlever tout l'excédent de sel. Là, maintenant, la volaille a pris le sel qu'elle avait besoin. Donc, Hein 6 à 12 heures. Hein. 6 heures, c'est pas pile. Bah là, elle a eu 12 heures, celle-là. Hein. Alors, hop. Je la passe à l'eau comme ça. Voilà, alors l'eau est froide. Ah, trop chaude. Donc, de l'eau froide, on a dit. Oui, l'eau est Voilà, chaude dans vas-y. notre cuisine. Comme ceci. Voilà, est-ce qu'on a un linge? Ouais, on la remet sur l'assiette après. Tiens, regarde. On rince un petit peu. Elle est belle, hein? Ouais. Allez. Hop. Et maintenant, on va maintenant, l'emmener. Dans le bouillon directement. Alors, hein. ce bouillon. Donc voilà, on part toute cuisson pendant combien de temps? Alors là, il faut un certain temps. Oui, c'est clair. Là, suivant le poids de la canette, une canette, généralement, c'est 1,2 kg, 1,4 kg. Oui. Il faut compter bien 45 minutes. hein. Donc, on a rajouté à l'intérieur de ce bouillon que vous préparez. Qu'est-ce que tu as mis? Tu as mis un peu de céleri, Alors, des oignons. Céleri, oignons, carottes. Un bon bouillon, donc ça veut dire qu'on va pouvoir après peut-être reprendre peu. le bouillon et s'en servir pour la recette, Tout à fait. par exemple. Donc là, on l'oublie pendant 40 minutes. À noter quand même, c'est ce que tu me disais, c'est que les cuisses de canard vont peut-être un petit peu moins cuire. Oui. Donc peut-être qu'il faudra... Enfin, on verra, on piquera, on regardera comment ça se passe. Voilà. Oui, généralement, la Tiens, chaleur on a a un du canard mal. qui vient d'arriver. La chaleur a du mal à rentrer autour des cuisses, donc c'est là où on peut avoir un petit problème. Donc on vérifie Mais bon, bien. On vérifiera. Là. On oublie le canard? Quelques instants. Quelques instants, un peu. Les cocos? Ah, Les fameux voilà. cocos Eh oui, dont eh tu oui. nous as parlé, Frédéric? Et oui, le fameux haricot coco. C'est vrai que ça donne envie parce que nous en Provence, tout cet été, on a mangé de la soupe aux pistes Ouais. et on s'est régalé. C'est beaucoup de travail, il faut bien le reconnaître. Et il faut maintenant écosser. Alors justement, Voilà. tiens, à propos de travail, Voilà. Oui, j'ai bien on compris. va donc écosser. Tu peux nous aider si tu as envie? Je mets de l'eau jusqu'à où, chef? Jusqu'à hauteur, à peine au-dessus. Hein. Pas plus. Non. Alors on Bien. va les cuire donc départ à froid. Ouais. On va rajouter dedans. Ah ben, j'allais enlever le germe, mais il n'y en a pas, tu vois, dans Eh ben, la gousse d'ail. bah, c'est Eh ben, très tant bien. mieux. Voilà. C'est Tu mets juste le gros morceau, ça le gros suffit, morceau. hein. Est-ce On qu'on va laisse mettre la couenne? Oui. Ça va donner du goût. Tout à fait. Voilà. En plus. Alors on y met le lard fumé entier, on va pas se casser la tête. En deux, l'oignon? Le bouquet garni, tu mets un quart d'oignon, il est gros cet oignon. On était généreux dans les courses. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? C'est tout, là? Eh ben du sel quand même. Ah ben oui. Voilà. Un petit peu? Et ça, c'est bon pour les cocos. On rappelle le temps? 15-20 minutes, c'est ça? 10-15 minutes. 10-15. Ils sont frais, ça va aller vite. À l'œil. Voilà. Pendant ce temps, il faut On les s'occuper oublie. des radis. Alors, le radis, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'un un radis cuit? Comment, pourquoi? Raconte-nous. Comment, pourquoi? En fait, l'idée, elle vient tout simplement du canard au navet aux olives. Ah, en oui. fait, un navet, un radis, c'est très très proche. Hein. Et maintenant qu'on est plutôt dans des saveurs légères, envie de... Oui, de l'hiver choses n'est pas nouvelles. encore pour Voilà, tout de suite, donc profitons-en Donc, au lieu encore de manger cuisiner léger. Voilà. Très bien. Des navets, on prend des radis. Hein. Alors, les radis. Alors, les radis. On va les préparer. Alors, très important, on va garder les fans. On ne les jette pas. D'accord. Alors, est-ce qu'on les garde ou pas, finalement? On le fera, notre petite... J'en sais rien. Voilà, vous avez la possibilité de garder les fans. Donc, on va les garder et on vous expliquera après, peut-être si vous êtes sage, comment on fait avec les fans. Donc, jusqu'à présent, là, on coupe. Pour ça, ça va. Ça devrait aller. Et après, on les met dans l'eau. Voilà, après on les met dans l'eau pour bien les nettoyer. D'accord. Nous avons donc décidé de garder
garder les fans, ce qui était quand même prévu au départ. Donc en fait, ces fans, on va les laisser tremper un petit peu dans l'eau. On va les laver un petit peu, voilà. sûr, ouais. Et on les terminera après, une fois qu'on aura retiré la canette de son bouillon. On va mixer le tout. On va mixer les fans avec une partie du bouillon. Hein. Ça fera aussi penser à une soupe de fans. Justement, voilà. ça tombe bien. Pour les radis, on a dit qu'ils étaient étuvés, donc radis un peu cuits. Les radis un peu cuits façon navet, c'est-à-dire sel-sucre. Voilà, sel, sucre et beurre. Quand tu manges un radis, tu manges toujours du radis avec du beurre. Là, il faut que ce soit version chaude.